C'est News, il est 8h12, bienvenue dans la matinale. Tout de suite, c'est la grande interview. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Manon Aubry, l'eurodéputée France Insoumise. Manon Aubry. Et c'est votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Manon Aubry. Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue dans la matinale CNews Europe 1. Votre premier objectif en cas de victoire aux législatives, c'est redonner du pouvoir d'achat aux Français. Avec plusieurs mesures, abrogation de la réforme des retraites, augmentation des petites pensions, un SMIC à 1 600 € net et le retour de l'ISF. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, chiffre ce programme à 287 milliards d'euros. Il estime qu'il mènerait à une crise de la dette, à un placement sous tutelle de la France. C'est un délire total, dit-il. Que lui répondez-vous ? Que le délire total, c'est lui. Je lui réponds trois choses sur le fond. La première, c'est je crois qu'on n'a aucune leçon à recevoir de la part d'un gouvernement qui a creusé le déficit de l'État ces dernières années et qui a fait 50 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus grandes entreprises et aux plus riches dans notre pays, et que ce chiffrage est totalement farfelu. J'ai regardé dans le détail, dans son chiffrage. Par exemple, il considère que notre réforme de la CSG va faire perdre 34 milliards d'euros à l'État. Or, notre réforme de la CSG, elle prévoit de la rendre plus progressive. Donc, elle va coûter 0 €. Les plus riches vont payer plus, les plus pauvres vont payer moins. Et puis ensuite, la deuxième chose que je veux dire, c'est que quand on parle du coût, on ne parle jamais du coût, en réalité, de la politique économique actuelle de ce gouvernement sur les Françaises et les Français. Le coût de cette politique, c'est 10 millions de pauvres dans notre pays. Le coût de cette politique, c'est l'augmentation des inégalités. Et enfin, la troisième chose, Bruno Le Maire, puisqu'il fait quelques estimations farfelues, je lui propose un débat. Pourquoi Bruno Le Maire ne veut-il pas débattre ? Oui, vous savez, Bruno Le Maire. Vous savez, j'ai participé au chiffrage du programme de la France Insoumise il y a 2 ans pour la campagne des élections présidentielles. Et puis, j'ai une formation en économie, donc je propose à Bruno Le Maire d'en débattre. Manifestement, il ne veut débattre avec personne parce qu'il est très mal à l'aise et que ses estimations du gouvernement sont complètement farfelues. C'était les mêmes qui nous avaient dit qu'on récupérerait 12 milliards d'euros sur la taxation des superprofits des énergéticiens. On en a récupéré 300 millions. Donc, pardon, mais ce sont un peu des tocards de l'économie. Donc, nous, on a un projet qui est sérieux, qui est crédible, qui est chiffré. Et Bruno Le Maire raconte n'importe quoi. Allez, dans les détails, l'augmentation du SMIC à 1 600 € net. Certains patrons de TPE notamment s'en inquiètent. Eux qui, parfois, se payent à peine un SMIC. Est-ce que ça ne pourrait pas provoquer une vague de licenciements dans le pays, Manon Aubry ? Non, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on prévoit un programme d'aide spécifique aux petites entreprises pour les aider justement à augmenter les petits salaires. Et de l'autre côté, qu'on réorganisera le volume d'aide qui est donné notamment aux très grandes entreprises. Il y a 200 milliards d'euros d'aide par an aux très grandes entreprises et qui sert souvent à des très grandes entreprises alors qu'elles pratiquent par exemple de l'évasion fiscale, que globalement le volume de dividendes a augmenté depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir de 85%, les dividendes versés aux actionnaires, et de l'autre côté, les salaires réels ont baissé de 5%. Donc on assume de dire que oui, il est possible de mieux distribuer les richesses dans notre pays, qu'il est possible de redistribuer entre les grandes et les petites entreprises avec un objectif, redonner du pouvoir d'achat aux plus pauvres. Et je le dis parce que c'est le deuxième élément. En économie, il y a un principe de cercle vicieux ou cercle vertueux. Si vous redonnez du pouvoir d'achat aux plus pauvres, les plus pauvres ont une propension à consommer plus importante. C'est-à-dire que Laurence Ferrari, si vous gagnez 1 000 € ou 5 000 €, si vous gagnez 1 000 €, vous allez dépenser tout votre argent à consommer. Et ça va être vertueux si vous leur redonnez du pouvoir d'achat pour l'économie. Donc ça va être davantage de taxes qui vont rentrer dans les caisses de l'État et ça va relancer la demande et donc l'économie. Et donc ça va être favorable à tout le monde. Vous parlez beaucoup des riches parmi les recettes, parce qu'il va bien falloir trouver des recettes pour financer votre programme. Vous voulez rétablir et renforcer l'ISF. À quel niveau ? Vous voulez créer une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu pour les plus fortunés. La tranche maximale est à 45%. Vous voulez monter à combien maintenant ? Alors ce sont 2 choses différentes. L'impôt de solidarité sur la fortune, c'est pour les très grandes fortunes. Que les gens se rassurent, ceux qui nous écoutent, a priori, vous ne payez pas l'impôt de solidarité sur la fortune. On parle d'une toute petite minorité d'individus et pour autant, ça nous rapportera 10 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, l'augmentation de la fortune des milliardaires, c'est d'environ 10% par an. Si on leur prend ne serait-ce que 3%,
elle va continuer à augmenter de 7% par an. Vous, votre salaire, alors peut-être ici à CNews, Laurence Ferrari, mais le salaire des gens n'a pas augmenté de 7% par an. Donc le but, c'est d'aller prendre vraiment chez ceux qui possèdent le plus pour pouvoir redistribuer aux gens. Et je le dis aux gens qui nous écoutent. Avec la réforme que nous proposons de l'impôt sur le revenu, tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois, c'est-à-dire 92% des Français, ne vont pas payer autant d'impôts, ils vont payer moins d'impôts. Parce qu'ils payent déjà sur cette tranche-là 7 000 € d'impôts par an, ceux qui sont à 4 000 € à peu près. Oui, eh bien, nous disons que tous ceux qui sont en dessous de ce seuil paieront moins d'impôts. Donc, les gens qui nous écoutent vont payer moins d'impôts grâce à notre réforme fiscale et pour autant, on récupérera davantage d'argent dans les caisses de l'État en allant chercher l'argent là où il est. Je rappelle que les 500 plus grandes familles possèdent 45% des richesses dans notre pays. Un mot du logement, parce que pareil, c'est un des postes de dépenses incontournables pour les ménages. Il y a pas mal d'inquiétudes sur le fait que vous voulez supprimer la loi anti-squat, qui permet de sortir les squatteurs et qui permet de recouvrer les loyers impayés pour les propriétaires. Monsieur Gasbarian, qui est le ministre du Logement, disait que c'est un retour en arrière complet ce que vous proposez sur la protection de la vie privée et le domicile. C'est mortifère pour la crise du logement. Qu'est-ce que vous lui dites ? Écoutez, là aussi, on n'a pas de leçon à recevoir de la part de ce gouvernement qui est en train de tuer le logement social dans notre pays. Et notamment, il prévoit une réforme et si nous gagnons le 8 juillet prochain, c'est une toute autre direction que nous prendrons, mais il prévoit une réforme. Mais vous voulez vraiment supprimer cette loi anti-squat ? Oui. S'il y a un squatteur chez vous, non, vous le gardez à vie ? C'est pas ce que dit cette loi. Cette loi, elle vise à faire en sorte de ne pas utiliser les logements qui sont vacants. Et il y a énormément de logements vacants dans notre pays. Les utiliser il y a énormément de logements qui ne sont pas utilisés. Et en plus de cela, la question du logement social, elle est fondamentale. Parce que ce que prévoit de faire le gouvernement, c'est de faire en sorte de considérer les logements intermédiaires comme des logements sociaux. Ce qui veut dire que les logements à bas coût, pour les familles qui sont les plus en difficulté, il y en aura de moins en moins. Alors que vous l'avez dit à très juste titre, le logement est un des premiers postes de dépenses. Donc nous assumons de dire qu'il faut investir massivement dans le logement social et faire en sorte de le rendre davantage abordable alors qu'il représente de très loin le premier poste de dépenses pour la majorité des Françaises. Mais il y aura quand même la possibilité de pouvoir déloger des squatteurs lorsqu'ils occupent votre logement de façon indue. Mais c'était déjà le cas dans la loi précédente. Mais vous ne voulez pas complètement supprimer ça ? Non, c'était déjà le cas dans la loi précédente. Ce que prévoit aujourd'hui de faire ce gouvernement et ce qu'ils ont fait dans la loi, c'est en réalité rendre impossible la saisie de biens qui ne sont pas occupés et qui ne sont absolument pas utilisés. C'est ça l'enjeu. On a 300 000 personnes sans abri dans notre pays. Emmanuel Macron, comme à peu près tous les présidents de la République, ont dit il n'y aura pas de sans-abri dans notre pays. Vous voyez des gens qui sont en train de mourir de froid, de soif et de faim dans les rues de France et de Paris. Moi, je m'y refuse. Sur l'immigration, le président Macron, à l'île de Saint hier, a estimé que votre programme du nouveau front qui s'intéresse encore à ce que dit le président Macron. Eh bien, écoutez, il est président de la République. Il pense que c'est un programme immigrationniste. Il dit aussi, ils ont fait un accord d'appareil qui ne tiendra pas. Ça, c'est pour l'aspect politique des choses. Immigrationniste, qu'est-ce que vous lui répondez ? Que c'est un projet humaniste. Et je crois que l'humanité ne l'a pas beaucoup habité au président de la République. Lui qui a fait un projet de loi immigration voté, soutenu par le Rassemblement national, qui inscrit en lettres d'or dans une loi la préférence nationale et qui est une remise en cause de nos principes les plus fondamentaux. Sur quoi la préférence nationale ? Dans la loi immigration, vous avez le concept de préférence nationale qui est introduit et qui est pour moi une remise en cause de ce que doit être notre vision de l'accueil dans notre pays. Ce que nous disons, nous, dans notre projet, c'est une vision de l'immigration qui repose sur 2 piliers. Le premier, c'est d'agir sur les causes des migrations, parce que vous ne montez jamais dans un radeau de survie comme vous montez dans un bateau de croisière par plaisir. Et donc, si les gens quittent leur terre, c'est souvent qu'ils n'ont d'autres alternatives. Donc, il faut faire en sorte qu'il n'ait pas de raison de quitter leur terre. Et puis, la deuxième chose, oui, c'est un accueil digne, parce que quand un Ukrainien fuit la guerre en Ukraine ou quand un Syrien fuit la guerre en Syrie, qui n'a pas d'autre alternative, oui, on a un devoir d'accueil et d'humanité. Dans quelle mesure, Manon Aubry ? Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est la quantification du nombre de réfugiés climatiques, notamment, parce que vous voulez créer un statut de réfugié climatique qui n'existe pas. Vous voulez accueillir. Les Français, aujourd'hui, à longueur de sondage, disent il nous faut moins d'immigration.
il nous faut moins d'immigration. Vous dites, on ouvre les portes à combien de personnes en réalité? On a du mal à savoir le chiffre que vous C'est estimez. intéressant que vous me posiez cette question parce que c'est systématiquement l'argument qui est repris par Jordan Bardella du Rassemblement national. Alors je sais que je suis chez CNews, mais c'est systématiquement... Non. Vous êtes face à une journaliste qui vous pose des questions si vous regardez objectives depuis des années, Manon Laurence Aubry. Ferrari, si vous regardez tous les débats que j'ai fait avec Jordan Bardella, c'est systématiquement la question qu'il pose. Moi, je me fais le relais des Français. Et moi, combien de réfugiés climatiques pourraient bénéficier de ce statut, à cette question. Aubry. Quand vous avez quelqu'un qui va fuir une inondation, vous allez dire « Ah non, attendez, là, vous êtes la personne au-dessus de ce quota. » C'est une inondation? Non, c'est des gens qui fuient des catastrophes climatiques, Laurence Ferrari, qui ne peuvent plus habiter sur leur terre. Il y en a des millions, Madame Vous allez Aubry. leur dire quoi? Il y en a des millions. De la même manière, des gens qui fuient la guerre en Ukraine ou qui fuient la guerre en Syrie, vous allez leur dire quoi? Pardon, vous êtes le 1001e? Vous êtes le 1001e et notre quota, c'était 1000 personnes. Combien de personnes? Nous, on a un devoir d'humanité, Laurence Ferrari. Et j'assume, y compris à ce micro de CNews, notre devoir d'humanité. Et puisque vous parlez de l'attente des Françaises et des Français, une grande majorité des Français sont pour la régularisation des travailleurs sans papier, qui travaillent dans notre pays, qui cotisent, qui payent des impôts et qui pour autant n'ont pas les mêmes droits que vous et moi et qui devraient avoir les mêmes droits que vous et moi. Mais je vous dis, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres parce que c'est notre humanité qui commande. Parce que si vous mettez des critères, alors c'est ces critères qui commandent. Et pas de chiffres. Non. Pas de critères. Si vous aviez, je vais vous donner un exemple très concret. Si vous aviez votre réponse, il y a des critères, mais si vous aviez un chiffre très précis à donner face à ceux qui ont fui la guerre en Ukraine. L'Union européenne a accueilli 4 millions de réfugiés ukrainiens qui ont fui la guerre. Si vous aviez mis un chiffre, si vous aviez mis par exemple 1 million maximum dans toute l'Union européenne, qu'est-ce que vous alliez dire aux 3 autres millions? Vous restez mourir sous les bombes de Vladimir Poutine? C'est ça votre humanité, Laurence Ferrari? Ah non, moi mon humanité c'est effectivement accueillir les gens qui en ont besoin et qui ont besoin du statut de réfugié et qui remplissent toutes les conditions nous nous du retrouvons demandeur d'asile. Là-dessus, on est Laurence d'accord, Ferrari. mais je n'ai pas de réponse à ma question, je le note. Si, je viens de vous y répondre. Les candidatures LFI qui font polémique. Raphaël Arnaud, leader du groupuscule d'extrême gauche La Jeune Garde, est candidat dans le Vaucluse, dans la première circonscription. Selon les informations d'Europe 1, il n'a pas une fiche S, il a 3 fiches S. Est-ce que vous êtes, comme Mathilde Panot, fier d'avoir des forces antifascistes dans vos rangs? Est-ce qu'il a été condamné? Est-ce que vous êtes fier d'avoir dans vos rangs quelqu'un qui a 3 fiches S? Depuis 10 jours, il y a une forme d'anathème qui est jetée sur l'ensemble des candidates et des candidats de la France Insoumise et du nouveau Front Populaire, comme si il était coupable de quoi que ce soit. Il n'est coupable de rien. C'est un militant antifasciste. C'est un militant antifasciste et comme il y en a plein dans le pays. Et je veux réussir à nous extraire de cette espèce d'ornière dans laquelle on essaie de nous enfermer. Je suis fière, oui, d'avoir un militant antifasciste à l'heure où le fascisme risque de revenir dans notre pays, à l'heure où le Rassemblement national présente des candidates et des candidats qui se sont opposés ouvertement à l'avortement et qui ont présenté l'IVG comme un génocide. Caroline Parmentier, candidate du Rassemblement national, qui a parlé du droit à l'avortement comme d'un génocide. Intéressez-vous d'un peu plus près peut-être aux candidates et aux candidats du Rassemblement national et vous verrez qu'ils ont bien plus à se reprocher que les nôtres. Et je veux dire aux gens qui nous écoutent que vous avez une formidable équipe de France qui se présente face à vous, qui est prêt à gouverner, qui est prêt à redistribuer les richesses, qui est prêt à prendre à bras-le-corps les défis de notre temps. Y compris Manon Aubry, Alexis Corbière, y compris Raquel Garrido, y compris Daniel Simonet. Vous les soutenez ou pas? C'est légitime qu'ils se présentent, ces députés sortants. J'ai dit mes réserves sur la décision qui a été prise, mais je vais vous dire, l'enjeu dans ces circonscriptions... Mais ils ont le droit de se présenter et c'est légitime. Bien sûr, tout le monde a le droit. Vous aussi, vous avez le droit de vous présenter. Laurence Ferrari, pas pour moi. Vous pouvez être candidate. Peut-être un jour, on va vous retrouver sur une liste non, je ne pense pas. Candidate. Ça n'arrivera pas, madame. Mais tout le monde a le droit de se présenter, d'une part. Et d'autre part, pour moi, l'enjeu, ce ne sont pas les quelques circonscriptions qui vont a priori rester à gauche. L'enjeu, c'est les 300, 400 circonscriptions où on sera probablement en duel face à l'extrême droite. Et je veux dire très clairement à cette antenne que l'extrême droite trahit les intérêts des travailleurs, qu'ils sont la continuité d'Emmanuel Macron parce qu'ils ont voté systématiquement
contre la hausse du salaire minimum, contre le blocage des prix des produits de première nécessité, contre la redistribution des richesses et un impôt de solidarité sur la fortune. Oui, Jordan Bardella, il est le larbin des grands patrons. Et c'est pour ça que les grands patrons ont toujours préféré l'extrême droite à la gauche. Donc à ceux qui nous écoutent et qui veulent un meilleur partage des richesses et qui veulent agir pour le pouvoir d'achat, ne prenez pas le Emmanuel Macron de rechange en la matière. Choisissez ce nouveau Front populaire qui a fait de la question du pouvoir d'achat sa priorité. Donnez-nous le pouvoir de tout changer le 30 juin et le 7 juillet prochain pour enfin Manon changer les Aubry, vies. si le président Macron décidait d'utiliser l'article 16 de la Constitution après les 2 tours des législatives pour s'arroger les pleins pouvoirs en cas de majorité introuvable, d'assemblée ingouvernable, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? Quel mot vous mettriez là-dessus? On est déjà dans une crise politique, je crois, tout le monde l'a constaté, et ce serait l'énième étape d'un passage en force autoritaire. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. C'est pour ça qu'il faut nous donner une majorité, pas seulement relative, mais absolue dans les urnes pour pouvoir gouverner. Ça tombe bien, on est déjà prêt à former un gouvernement. Merci Manon Aubry. Merci à vous. France Insoumise, c'était votre grande interview sur CNews et Europe 1.